Bonjour et bienvenue à cette cinquième étape du Tour d'Abitibi Glencore présentée par le groupe minier CMAC. C'est une étape très longue aujourd'hui pour la décrire. On va pouvoir vous la résumer en fait parce qu'il y a des bons trous de réseau ici et là. Alors on va vous résumer tout ça au cours de cette diffusion. Avec moi, comme depuis le début de la semaine, le directeur général des sports cyclistes de la Fédération des sports cyclistes du Québec, Louis Barbeau. Bonjour Louis. Salut Jean-Philippe. Alors hier, c'était une journée avec deux courtes étapes, mais quand même qui ont mené à beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements dans les différents classements. Et là, on se retrouve avec la plus longue des étapes parce qu'aujourd'hui, c'est 140 km qui sera parcouru. On part du côté de Santerre et on termine toujours à Santerre, mais au Mont-Bel, en fait, tout près. Et c'est une fin de course très particulière parmi celles que l'on retrouve ici en Abitibi parce que ça se fait avec une très forte ascension pour les derniers mètres. Alors, on voit les cyclistes qui se préparent. Il y aura une partie qui sera avant de lancer la course officielle de 5 km, qui est quand même long. Hein. On a eu 6 un peu plus tôt. Là, ce sera 5 km à parcourir et par la suite, on aura un départ qui sera officiel pour parcourir les 140 km. Alors, évidemment, il y aura plusieurs bonifications. Louis va pouvoir nous expliquer ça dans les prochaines minutes. Quelques sprints qui seront distribués aujourd'hui. C'est une magnifique journée pour se retrouver sur un vélo. Là, on a eu droit à toutes les conditions jusqu'à maintenant. Il a fait très chaud les premiers jours, très froid les deux derniers, beaucoup de pluie, énormément de pluie, même hier matin. Hier soir, on s'en est tiré au sec du côté de Malartic, mais encore une fois, c'était très froid, là, météo qui avoisinait les 13 degrés, alors que plus au sud, au Québec, c'était des canicules. Alors vraiment, on était dans un microclimat ici du côté de l'Abitibi. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 23 degrés, 22, 23 degrés. C'est gris, vous le voyez, mais il ne devrait pas avoir de pluie. Donc, conditions idéales pour cette course. Il y a quand même des vents qui sont plus élevés aujourd'hui. Là, j'aurais peut-être l'information à savoir qu'est-ce qu'on retrouve. Mais ça pourrait jouer un peu des tours à certains coureurs, hein, des vents comme ça tout au long d'un parcours de 140 km. Alors, Louis, on s'attend à quel type aujourd'hui de course? Ça va être une course encore une fois très animée. Hier, on pensait avoir une course tranquille lors de l'étape d'hier soir. Par contre, on a vu que les Français ont tiré avantage des sprints de bonification. Ils ont très bien joué leur carte, si bien que Gabin Jiquel, qui a remporté l'étape, et réussi à remonter au deuxième rang au classement général derrière l'Américain Beckham Drake. Et on a donc un classement, encore une fois, qui est très serré avec 5 coureurs à l'intérieur de 30 secondes pour le classement général. Aujourd'hui, une étape qu'on connaît, qu'on a eu déjà à quelques reprises, avec, comme tu l'as mentionné en ouverture, une fin en ascension. Donc, c'est une bonne montée qui devrait permettre de créer des écarts. L'étape la plus longue du Tour de l'Abitibi également, on est à la limite de ce que la réglementation internationale nous permet, avec 140 km. On aura des sprints de bonification, des sprints en argent également, de même que des deux Grands Prix de la montagne. Donc, si on y va dans l'ordre au 4e kilomètre, on a déjà, donc on commence par avoir évidemment un départ contrôlé, comme c'est le cas pour toutes les étapes. On a 5 kilomètres de départ contrôlé. Donc, on voit ici là, les coureurs qui, évidemment, roulent à allure réduite. On aura par la suite, au moment où le départ officiel sera donné, on aura un premier sprint de bonification en temps et en points qui sera disputé au 4e kilomètre. Donc, ça sera pour ce qui est des points, 6 points, 4 points et 2 points pour les 3 premiers. Puis pour le temps, c'est 3, 2 et 1 seconde. Par la suite, au 51e kilomètre, on a un premier sprint de la mairesse de Santerre qui est bon pour 250 $. Au kilomètre 62, deuxième sprint de bonification de la journée avec, encore une fois, 6, 4 et 2 points pour les 3 premiers et 3, 2 et 1 seconde pour ces mêmes athlètes. On aura finalement un premier Grand Prix de la montagne, premier Grand Prix de la montagne de la journée. On sait qu'hier, il n'y avait pas de Grand Prix de la montagne qui était disputé parce qu'on avait un contre-la-montre et une étape sur le plat. Ouais. Donc, on aura un Grand Prix de la montagne au 91e kilomètre, à la tour de communication. Il y en a un aussi au 33e. Là. Oui, effectivement. Donc, au 33e kilomètre, un deuxième Grand Prix de la montagne. Donc, c'est sprint de Grand Prix de la montagne qui octroie 5, 3 et 2 points. Mais surtout, on aura ensuite de ça un deuxième sprint de la mairesse
de Santerre de 250 $ au 112e kilomètre. Et puis pour l'arrivée qui se fait au sommet du Mont Bell, donc après une ascension d'un peu plus de 2 kilomètres. Là, ce qui sera intéressant, c'est qu'on aura évidemment les points de bonification pour le classement à l'arrivée, de même que les secondes de bonification. Donc, on rappelle, c'est 6 et 4 secondes pour les 3 premiers et 30 points pour le gagnant de l'étape, jusqu'à 2 pour le 10e. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on aura également un Grand Prix de la montagne. Et dans ce cas-ci, les points pour le Grand Prix de la montagne sont doublés. Donc, on aura 10 points pour le gagnant. Donc, le gagnant de l'étape ira chercher non seulement les 10 secondes de bonification, de même que les 30 points pour le classement au point, mais il aura également 10 points pour le Grand Prix de la montagne. Donc, c'est une arrivée, fin d'étape qui est très payante. Alors, il faudra voir là, comment les différentes équipes qui prétendent actuellement au classement général vont se débrouiller. Pour l'instant, ce sont surtout les Américains, les Français et l'équipe canadienne qui ont été très, très présentes dans cette compétition. On a vu également l'équipe du Québec avec Gabriel Tilly qui a bien fait avec une deuxième position lors de l'étape d'ouverture. On a également d'autres équipes, notamment l'équipe du Japon qui pour l'instant n'a pas réussi encore à aller chercher de victoire d'étape, mais ils sont très présents. On les voit régulièrement à l'avant de la course. On a vu également à quelques occasions les coureurs de la Nouvelle-Zélande faire belle figure. Donc, je m'attends à une course, encore une fois, très animée. C'est une course qui est longue. Donc, la fatigue va commencer à se faire sentir. Et quand le départ officiel va être donné, j'ai hâte de voir si on va déjà d'entrée de jeu attaquer et rendre la course difficile où on va se garder un petit peu d'énergie. Mais compte tenu du fait que on a quand même des points chauds qui sont tôt dans la course, notamment ce premier sprint de bonification 4e kilomètre, j'ai l'impression qu'on ne tardera pas à avoir beaucoup d'action. Et pour l'instant, vous voyez là le peloton qui est en attente de pouvoir démarrer après ce 5 km de départ contrôlé. Et déjà des petits problèmes avec le signal qui sera tout un défi aujourd'hui pour nos caméramans pour transmettre nos images, mais on aura pour vous quand même, à chaque fois qu'on aura une réception, on va pouvoir vous les présenter. C'est donc un 5 km contrôlé avant de débuter cette course qui a commencé il y a quelques minutes du côté de Santerre, 140 km, alors toute une distance. Et pour l'instant, est-ce qu'on a eu d'autres abandons dans des derniers jours? On est rendu à combien? Est-ce que tu as la liste, Louis, exactement du départ? Est-ce que tu sais combien, je ne veux pas te piéger, là, mais est-ce que tu sais combien on en a aujourd'hui? On a alors après, on est à 71 coureurs, donc on avait pris le départ, si je me rappelle bien, à 73. Je pense que hier, lors de l'étape, on avait 72 coureurs. Je pense que non, on avait 71 coureurs au départ, donc on demeure avec un très bon peloton. Il n'y a pas eu de gros accrochages, de gros accidents jusqu'à Non, il y a maintenant. eu quelques chutes, pas de blessures majeures là, selon ce qu'on nous a rapporté, et ce qui fait que on est quand même encore avec à peu près tous les coureurs qu'on avait depuis le début de la compétition. Alors, si on parle rapidement des classements, pendant qu'on voit toujours évidemment la voiture de commissaire là, qui contrôle le départ de cette course-là. Alors, au niveau du classement général pour le maillot brun, c'est toujours le coureur américain Beckham Drake qui mène avec 10 secondes de priorité sur Gabin Gicquel de la France, 11 secondes sur Nicolas Milanovic, également des États-Unis. Par la suite, on a deux coureurs de l'équipe nationale du Canada, donc Maxime Bourassa en 4e position à 13 secondes. Maxime Wojciechowski à 31 secondes occupe le 5e rang. Alban Picard de la France qui est en 6e position à 34 secondes, mais c'est lui qui mène par contre au classement du meilleur jeune. En 7e position, Elliott Perrault de l'équipe du Québec, 45 secondes. Il est également 2e pour le classement du meilleur jeune. Et donc, ça, c'est pour ce qui est du maillot brun. Si on va maintenant pour le maillot du meilleur sprinter, donc on rappelle que dans le cas du maillot brun, on additionne les temps d'étape. Par contre, pour ce qui est du maillot orange, le maillot de meilleur sprinter, c'est un cumul des points.
Donc, des points qui sont attribués lors des sprints intermédiaires, lors des courses, mais également et surtout lors des arrivées d'étape. Alors, à ce chapitre, Alban Picard, coureur de l'équipe de la France, les Français qui mènent avec les 3 premières positions de ce classement. Picard, premier avec 64 points. Jiquel, deuxième avec 60. On a par la suite Alexis Bouteloup qui avait remporté la toute première étape de ce tour qui occupe le 3e rang avec 50 points. On a par la suite Maxime Wojciechowski du Canada, donc avec 45 points, suivi de Mikolas Milanovic avec 42. Et par la suite, ça descend quand même assez rapidement. Donc, avec Maxime Bourassa de l'équipe du Canada et Beckham Drake qui ont chacun 28 points. Alors aujourd'hui, on aura des vents de l'ouest, 16 km/h, rafales pouvant aller jusqu'à 40 du côté de Val-d'Or. Tout à l'heure, on voyait quand même des bonnes petites rafales là, ici au centre-ville. Alors, on va voir jusqu'à quel point ça va affecter nos cyclistes. Maintenant, nous allons faire un petit tour avec les entrevues de nos coureurs qui, hier, ont parcouru 2 demi-étapes. Il y avait le contre-la-montre, une distance de 9,3 km. Et par la suite, on avait cette étape de 58 km qui était parcourue hier du côté de Malartic, où on allait tourner à Cadillac pour revenir et terminer cette étape à Malartic. Alors, on va entendre les réactions de ces 2 étapes et par la suite, on vous reviendra un petit peu plus tard avec la présentation de l'action, bien entendu, dans cette course de 140 km. Je suis présentement avec Maxime Bourassa, 3e position ce matin au contre-la-montre. Comment tu te sens? Très bien, je suis très content. C'est un super beau résultat. C'est une course très importante au Canada, puis le contre-la-montre, c'est souvent une épreuve qui prouve un peu c'est quoi la force des gens. Fait que je suis très content d'avoir bien performé ce matin. Est-ce que c'est à peu près à ça que tu t'attendais avant l'épreuve? Je m'attendais à un bon résultat, peut-être pas aussi haut que ça, donc je suis vraiment content. Je me suis un peu surpris avec ce résultat-là, donc ouais, je suis très, très content. Puis, est-ce que tu peux nous parler de l'étape de cet après-midi? Ça a été comment là, avec les jambes qui avaient bien roulé ce matin? C'était assez dur, ça roulait très vite, c'est un parcours super rapide, très court. Donc, c'était assez dur, tout le temps des attaques, un peu de vent aussi. Donc, c'était bien amusant, mais assez dur, oui. C'est bon, merci d'avoir parlé avec nous. Merci. So, I'm now with Ezra Brown, first place today at the time trial. How do you feel? I feel really good, yeah. I did not expect that. It went much better than I thought. It was hard to pace it with the hill. It was, yeah, and the rain and the wind, but yeah, I was super happy with it. What was your mindset going in today? My mindset was just to move up a bit in GC. I had no idea who I was really racing against, but I went kind of early, so I also was hoping to catch the person who started 1 minute ahead of me kind of as motivation, and just at the line, I was able to catch him, so that was super helpful. And how did it feel today with the legs a bit tired? I definitely feel it, but I think today was a good way to spin the legs out in the beginning, but it definitely got hard the second half. Yeah. Well, thank you so much for chatting with us. Yeah, thank you. Je suis ici aujourd'hui avec Alban Picard, 2e position à l'épreuve cet après-midi. Tu te sens comment? Bonne sensation, on a des beaux résultats depuis le début du tour et donc c'est quand même encourageant pour la suite. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance dans le peloton? C'était quand même une courte étape, ça s'est passé comment? C'était quand même assez rapide, il n'y a eu jamais réellement de gros coups qui est sorti, ça roulait tout le temps, ça contrait par derrière et tout ça. Et puis à la fin, on a mis un bon train avec l'équipe. Et puis on a pu lancer le sprint dans les meilleures conditions pour le leader. Puis là, vous vous sentez comment par rapport à l'étape de demain? En France, on a quand même l'habitude d'avoir des côtes. Et vu que là, demain, c'est quand même un circuit avec pas mal de profils, ça va peut-être être à notre avantage, mais on verra. Mais en tout cas, on est bien placé au général, donc on a des grosses ambitions pour demain. Là, tu détiens présentement 2 maillots. L'objectif par rapport aux maillots, est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu comptes bien les défendre dans les prochains jours? L'objectif, c'est déjà bien d'avoir 2 maillots, mais l'objectif, c'est de gagner le général avec Gabin. Peut-être moins, on va dire, s'il a un problème, mais l'objectif, c'est vraiment de gagner le général avec Gabin. Et les maillots, même il est maillot à poids, mais c'est plus, on va dire, un autre objectif. L'objectif vraiment principal, c'est le maillot jaune. Well, thank you very much for chatting with us. Thanks. Maintenant, avec Gabin Jiquel, vainqueur de l'étape, la 4e étape aujourd'hui. Comment tu te sens? Je me sens bien, on a fait un énorme travail collectif
Cette victoire, elle est due grâce à l'équipe aussi, donc je les remercie et c'est une très belle victoire collective. Peux-tu nous décrire un peu l'atmosphère dans le peloton? Aujourd'hui, ça avait l'air de bouger pas mal quand même. Ouais, bah aujourd'hui c'était une étape courte, donc c'était nerveux et ça attaquait un peu dans tous les sens et on a réussi à bien gérer la course et à faire un gros train dans les 4 derniers kilomètres pour lancer le sprint. C'était la deuxième étape de la journée. Tu te sentais comment au niveau physique? Pas trop fatigué? Non, là je me sens bien, donc j'espère que ça va continuer jusqu'au long de la semaine et j'ai hâte d'y être déjà. Tu te sens comment par rapport à l'étape de demain? Bah, je me sens bien, il y aura plus de difficultés, donc ce sera plus simple de faire la course, ce sera peut-être un peu mieux, donc j'ai hâte. Parfait, merci d'avoir pris le temps de parler avec nous. Merci à vous. Alors, nous voici de retour à cette fameuse course de 140 km. C'est très loin, c'est très long, Louis, ce parcours-là. Et également, c'est loin aussi, il faut le dire. Alors, il y a eu quand même pas mal d'actions au cours des dernières minutes. On vient de passer un tournant du côté de Barrault. Alors, on récupère ici un petit peu le signal de nos caméras. Et pour l'instant, Louis, il y a une échappée avec 3 cyclistes au devant. Là. Oui, dans l'échappée, on retrouve Arnaud Lajoie de l'équipe nationale canadienne. Arnaud Lajoie qui était dans cette échappée lors de la deuxième étape, qui avait pris tout près de 3 minutes au peloton. On a également le 272 Simon Gaudreault de l'équipe du Québec. Simon Gaudreault qu'on n'a pas vu autant là, depuis le début du tour, mais qui est un redoutable sprinter. Il a remporté une course d'ailleurs de niveau national en France. Il avait terminé également 6e lors d'une étape d'une course internationale, donc il sera à surveiller. Et on a également le dossard numéro 104 qui est Colin Deshôtels de la formation Espoir Quilico. Donc, 3 coureurs québécois, mais qui évoluent pour différentes formations. Évidemment, on est encore très tôt dans la course, fait qu'on a 40 minutes à peine d'écoulées. C'est une épreuve qui va en durer autour de 3 heures. Mais et c'est au début du 12e kilomètre que Arnaud Lavoie s'est détaché du peloton. Il a été rattrapé par les 2 autres coureurs. Et puis, il a réussi quand même à prendre une petite avance là, de 15 secondes avant que les autres puissent revenir sur lui. Alors, comme on vous le disait, cette étape présentée par le groupe minier CMAC est de 140 km. Et puis, il y a plusieurs bouts où, évidemment, on n'a pas de réseau, mais à chaque fois qu'on a l'occasion comme ça, on va revenir pour vous les présenter et vous tenir au courant de l'action, de ce qui s'est passé. Depuis le début de la semaine, Louis, ça a été quand même très actif. Hein? Si on compare là, le volet féminin, masculin, du côté des hommes, là, on attaque énormément. Il y a eu plusieurs tentatives et plusieurs succès aussi d'échapper. On a réussi à prendre un 3 minutes lors d'une des étapes. Alors, c'est quand même beaucoup. Et puis là, tous les espoirs sont permis pour ceux qui se lance au devant parce qu'on l'a vu, ça pourrait fonctionner aussi. Évidemment, dépendamment qui est là, on va réagir plus ou moins derrière. C'est une très, très longue étape, donc on a encore beaucoup d'actions qui pourraient survenir. Comme vous le voyez, là, on a fait on est parti de Santerre, on a fait le détour du côté de Barrault et voilà, on s'en vient du côté de Val-d'Or. Là. On se dirige vers Val-d'Or sur la route 397 et plus bas, donc on devrait récupérer un petit peu de signal de nos caméras. Alors, c'est une mise à jour qu'on voulait vous faire pour vous tenir au courant d'où on en était. Pour l'instant, c'est échappé avec 3 cyclistes et puis on va pouvoir vous tenir informés lorsqu'on se rapprochera du côté de Val-d'Or. Oui, on essaiera d'avoir également le résultat du premier sprint de bonification qui était disputé, on le rappelle, en début d'étape, au 4e kilomètre. Oui, on va peut-être avoir le tableau qui nous présente le sprint. Ah, bon, on ne l'a pas. On me dit à l'oreille qu'on ne l'a pas. Donc, le premier sprint qui avait été disputé au début, là, si on est capable d'avoir les informations, on va vous les fournir dès que possible. OK, donc nous allons vous présenter des images parce que depuis le début de la semaine, on est ici, il y a eu une grande première cette année. C'est un tour féminin.
Il y a eu des cyclistes de partout à travers la planète qui se sont déplacés, hein, quelques équipes nationales qui étaient au rendez-vous. Et pour cette première édition du Tour d'Abitibi Glencore volet féminin. Alors, on pourrait regarder un petit peu comment ça s'est passé, tout ce résumé de course. Et puis, par la suite, on vous revient avec d'autres informations concernant cette course-ci, la 5e étape du côté du Tour cycliste de l'Abitibi masculin. Et puis, ben, comme on vous le dit, ça va se terminer du côté de Santerre après une course de 140 km. de la Norvège, Oda Gissinger. De retour en action et de l'action, il y en a. Jusqu'à maintenant, il y a eu en fait, des échappées un peu plus tôt. Et là, au 46e kilomètre, ce que vous voyez actuellement, c'est le peloton. Mais au 46e kilomètre, Louis, on nous a avisé qu'il y avait un groupe qui avait réussi à se détacher pour une distance d'à peu près là, 30 secondes. Là. Oui, actuellement, on a 3 coureurs en échappée avec 2 coureurs de la formation française de dossard numéro 11 et le numéro 12. Alors, dossard numéro 11, il s'agit d'Alexis Bouteloup. Le dossard 12, c'est Rave Koshway. Et le dossard 71 de l'équipe du Québec, Gabriel Tilly. Donc, ce sont les 3 coureurs qui, pour l'instant, se trouvent en échappée. On a eu également... On vient de me dire à l'oreille là, qu'on a un échappé qui est rendu à 55 secondes et qui a un groupe de chasse à 25 secondes. Donc, bon. On va essayer de suivre ça. D'avoir la composition. Effectivement, on voyait là, en tête devant le peloton, là, c'était les coureurs de l'équipe américaine qui amenaient. Alors, dossard numéro 43 qui est à 25 secondes. Donc, c'est un coureur seul en chasse, un coureur de l'équipe nationale du Canada, Fabrice Dufresne,
qui est à 25 secondes, tandis que le peloton, lui, est pointé maintenant à 55 secondes. Donc, évidemment, on est qu'au 47e kilomètre. Il en reste un petit peu moins de 100. Donc, c'est une étape qui est très, très longue. Pendant ce temps-là, ben, on voit les coureurs en tête du peloton. Il y a eu aussi 2 sprints qui ont été distribués, qui ont été parcourus, là, qui ont été, qui ont été attribués, c'est le mot que je cherchais, là, des points et des secondes qui ont été attribués un peu plus tôt. Et celui de bonification, entre autres, le premier, bonification en temps et en points. Oui, alors Gabin Gicquel qui est allé chercher ce premier sprint de bonification devant Gabriel Bertin de l'équipe du Québec et Maxime Bourassa de l'équipe nationale du Canada. Donc, si on regarde au niveau du classement, ben, ce que ça signifie, dans le cas de Gicquel, bon, on sait qu'il il occupe déjà, il se rapproche certainement là, au niveau du classement. Il était à 10 secondes du meneur au classement général. Donc, ça va lui permettre de se rapprocher, donc à 7 secondes maintenant. Dans le cas du classement pour le meilleur sprinter, ben, avec les 6 points, il devance maintenant Alban Picard, son équipier au sein de l'équipe nationale de France. Picard qui détient le maillot actuellement du meilleur sprinter, maillot orange, donc avec 64 points. Et Gicquel, avec ses 6 points, est passé devant. Et on a eu également un Grand Prix de la montagne. Je ne sais pas si on va pouvoir voir les résultats. Ça y est, donc Arnaud Lajoie de l'équipe nationale du Canada qui est allé chercher les points pour les Grands Prix de la montagne devant Colin Deshôtels de la formation Espoir Quilico. Et Paul Aurillac, qui est détenteur du classement actuellement de meilleur sprinter, est allé chercher pour sa part la 3e position, ce qui le conforte. Il avait 10 points avant le début de cette étape. Il est maintenant rendu à 12. Dans le cas d'Arnaud Lajoie, il passe, son total maintenant est de 7 points. Il est 2e à ce classement. On rappelle qu'aujourd'hui, il y aura 2 Grands Prix de la montagne sur la route, donc avec 5, 3 et 2. Mais on aura, lors de l'arrivée d'étape, on aura également, elle sera comptera non seulement pour le classement pour le meilleur sprinter, mais également pour le classement de la montagne et les points seront doubles. Donc, le gagnant de l'étape aura 10 points pour le classement de la montagne, le deuxième en aura 6 et le troisième en aura 4. Donc, ici, on voit très bien le maillot orange, celui qui est porté actuellement. Alors, qui porte le maillot orange? On va voir. Et Louis, on vient de croiser un drapeau. Alors, je ne sais pas, ça doit être celui au 51e,5 km. Là. D'après moi, on est sur un sprint. Là. Mais on ne verra pas qui va le remporter parce que c'est devant nous. On essaie de récupérer cette caméra-là. Ouais. C'est ça. C'est Alexis Bouteloup de France qui a remporté ce sprint du meilleur sprint de 250 $. Oui, et encore une fois, il y a cette hiérarchie là, parmi les maillots. Donc, actuellement, le meilleur jeune, c'est Alban Picard, maillot bleu. Donc, en principe, c'est le maillot bleu qu'il porte. Donc, au niveau du classement au point, ça serait donc Gabin Gicquel, le dossard numéro 16 de l'équipe de France, qui est deuxième au classement avant le début de cette étape, qui devrait en principe porter le maillot orange. Donc, on voit ici le coureur japonais en 3e position. Donc, là, devant, on a, je pense que c'est un coureur de l'équipe des États-Unis là, qui est au devant là, du groupe avec en 2e position le maillot orange du meilleur sprinter. Par la suite, on voit un autre coureur français. Un maillot vert. Donc, maillot vert, je ne sais pas si c'est celui du meilleur grimpeur ou c'est un coureur de la formation Subway. Ça semble à première vue celui de Aurillac, le coureur français qui détient la tête du classement. Donc, celui qui est en tête, là, c'est le coureur américain, c'est le maillot brun. Donc, c'est le maillot brun donc, qui est devant, coureur Beckham Drake de la formation nationale des États-Unis. Drake qui, avant le départ de cette étape, détenait une avance de 10 secondes sur le Français Gicquel. Et les 3 coureurs au devant, 71, 11 et 12, les numéros. Oui, alors les 2 coureurs qui sont devant, donc 2 coureurs de l'équipe de France, dont on a déjà mentionné les noms. Et Gabriel Tilly.
et Gabriel Tilly de l'équipe du Québec qui a fini deuxième lors de l'étape inaugurale. Gabriel Tilly qui est également le champion canadien de critérium. Donc, c'est un coureur qui va très vite. Donc, un spécialiste du sprint. Malheureusement pour Gabriel, il a manqué cette grosse échappée lors de la deuxième étape. Il a réussi à sortir du peloton un peu avant la fin. Donc, il a réussi à prendre un petit peu d'avance. Mais compte tenu du fait qu'il a manqué cette échappée, il accuse actuellement un retard de 3 minutes 3 secondes au niveau du classement général. Donc là, Alors, on a vu l'ardoisier. Oui, 40 secondes d'écart avec le peloton. Entre le peloton et le groupe que vous voyez là, il y a un groupe intercalé à 25 secondes, dont, je n'ai pas la composition, là, mais un groupe de chasse qui est là à 25 secondes. Oui, et ça ici, c'est un coureur de l'équipe cycliste Subway, l'équipe régionale. Alors, on a 1h17 d'écoulé maintenant dans la course. On le rappelle, c'est une épreuve d'une distance de 140 km, donc il devrait prendre aux environs de 3 heures à compléter. C'est l'étape la plus longue de ce tour. Il y aura encore 2 étapes sur route quand même assez longues à venir au cours des 2 prochains jours. Donc, Et c'est 140 km aujourd'hui, le maximum permis qui est parcouru par nos coureurs. Et ça se termine. Alors là, on voit, on est quand même assez loin. Est-ce qu'on voit le groupe de chasse là? Non, c'est des gens qui sont sur le côté. Oui, Ah oui, on les voit. Il y a un OK. coureur. C'est un coureur en chasse. On nous avait donné son numéro tantôt. Donc, on a effectivement un coureur intercalé là, qui tente de venir faire la jonction. Excellent. Bon. Alors, ça nous donne une bonne idée d'où on en est. Et là, voilà derrière. Ah bon, OK. Donc, on a vraiment là, une idée là, d'où on se trouve là, avec le cycliste, le coureur on va qui est là. certainement être en mesure de prendre son numéro en passant. Donc, il s'agit d'un coureur de l'équipe nationale 43. du Canada. Donc, le 43. Alors, Fabrice Dufresne de l'équipe nationale canadienne, coureur cycliste québécois qui en est à sa première saison également dans la catégorie junior. Alors, il va tenter de faire la jonction avec les 3 coureurs devant. Alors voilà, on approche tranquillement de Val-d'Or, là où on vient faire un petit détour pour poursuivre notre chemin. On se dirige vers Santerre encore une fois. On termine ça au Mont-Bel. Vous le voyez, le Mont-Bel, c'est là que ça va se passer. C'est la ligne d'arrivée et c'est une ascension. Alors, le dernier kilomètre, là, on le monte. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, Louis, il va y avoir des points attribués pour le Grand Prix de la montagne à l'arrivée. C'est la seule étape où ça se passe, évidemment, parce que ça prend une côte pour le faire. Et donc, on termine avec cette ascension qui va nous donner en fait, on va doubler les points pour le Grand Prix de la montagne en arrivant ici au Mont-Bel, où vous voyez les véhicules tranquillement. On commence à se préparer pour l'arrivée de ces cyclistes-là après 140 km qui sera parcouru. Étape numéro 5 qui est proposée par le groupe minier CMAC. Alors, vous le voyez là, ici, on se rapproche tranquillement de la ville de Val-d'Or. Il y a eu quand même de l'action, Louis, jusqu'à maintenant, quelques attaques. Depuis le début de la semaine, chez le volet masculin, ça bouge énormément. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de courses où il n'y a pas de tentative d'échapper, où il n'y a pas eu des échappées même qui ont réussi. On se retrouve maintenant encore une fois avec notre groupe de tête qui est en direction de Val-d'Or, qui est à quelques kilomètres de la ville de Val-d'Or. Oui, on aura aussi là, le prochain point chaud, c'est probablement la raison pour laquelle on retrouve 2 Français dans ce petit échappé. On a un sprint de bonification en temps et en points au 62e kilomètre. Donc, il y a de fortes chances que ces 3 coureurs parviennent à disputer justement ce sprint avant d'être repris par le peloton. Alors, on rappelle que dans ce petit groupe, on a Alexis Bouteloup gagnant de la première étape devant Gabriel Tilly.
Bouteloup qui a 50 points à son crédit. Dans le cas de Gabriel Tilly, il en a 26 pour l'instant. Alors, il y aura des secondes de bonification également pour ces 3 coureurs. Bon, celui qui est le mieux placé au classement général au temps dans ce groupe, c'est Gabriel Tilly, mais bon, à 3 minutes de la tête, donc il n'est pas menaçant à ce stade-ci. Donc, c'est vraiment davantage au niveau du classement au point là, que ces coureurs-là vont pouvoir aller remonter au niveau du classement à la suite de ce sprint. Alors, on vient de voir le peloton qui est quand même assez loin, mais qui est à portée de vue pour notre coureur ici qui est intercalé et qui essaie de faire la jonction avec les 3 cyclistes, les 3 coureurs qui sont au devant, les 2 Français, entre autres, et Gabriel Tilly, qui sont en bonne posture pour l'instant pour le sprint qui s'en vient. Oui, puis là, avec ces images, on voit bien, là, dans le cas de Dufresne, là, il est là en point de mire, là, le véhicule qui est devant. Donc, est-ce qu'il va parvenir à combler l'écart, à rejoindre le groupe d'échappés avant ce deuxième sprint de bonification de l'étape? Par la suite, le prochain point chaud sera disputé au 112e kilomètre seulement et ce sera le deuxième sprint de la mairesse de Sainte-Terre, bon pour 250 $. Et ce sera disputé à la hauteur du camping Lac-Huard. Encore une fois, vue sur le Mont-Bel vers où les cyclistes se dirigent tranquillement. On est à peu près à la mi-course, même un petit peu moins parce que c'est 140 km au total qui sera parcouru. Donc, au moins, ça se fait dans des belles conditions aujourd'hui. Ça a été plutôt difficile hier pour le contre-la-montre avec des temps froids et de la grosse pluie. Hier soir, c'était frais, mais au froid même, mais au moins, il n'y avait pas de pluie. Et là, aujourd'hui, les conditions parfaites pour cette 5e étape du Tour cycliste d'Abitibi. Glencore, présenté par Minier et le CMAC. Alors, on nous parlait encore d'écart de 45 secondes. On a donc augmenté de 5 secondes l'écart, puis un groupe intercalé, en fait, le coureur intercalé qui, lui, n'a pas bougé avec un 25 secondes pour ce qui est du coureur qui est en chasse. Alors, pour l'instant, ça se maintient. C'est pas mal les mêmes temps qui sont là. Alors, oui, beaucoup d'actions jusqu'à maintenant. Allons voir est-ce que ça va se maintenir jusqu'au prochain sprint. On va essayer de voir où est-ce qu'on se trouve là, dans les prochaines minutes. Là, carrefour giratoire qui sera à venir. On va surveiller ça avec la carte. C'est au 67e kilomètre. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient. On se dirige bientôt du côté de Val-d'Or. On va récupérer nos caméras à ce moment-là pour pouvoir vous guider dans cette course. Et pour l'instant, on vous le disait, des 2 Français qui sont bien installés avec ce 45 secondes d'avance. On espère pour eux, en fait, leur objectif est certainement d'aller chercher le sprint du 62e kilomètre. Sprint qui pourrait nous donner évidemment des points en bonification pour ce qui est des points et en temps. Et là, on nous dit qu'on est redescendu à 40 secondes. Donc, on alterne, hein, 40-45, ça joue là, depuis tout à l'heure. Là, et on va quand même voir si le groupe derrière va réagir. Eux aussi savent, hein, évidemment, qu'il y a les sprints de bonification qui s'en viennent. Il reste quand même quelques kilomètres à parcourir pour pouvoir se rendre à ce fameux sprint. Alors, Louis, il y a quand même pas mal d'actions là, aujourd'hui. Et je pense que c'est pas terminé là, parce qu'on n'a même pas encore franchi la demi-course. Là. Oui, alors, on a vu déjà d'entrée de jeu avec le premier sprint de bonification. On voit, puis on l'a entendu de toute façon lors des entrevues, lorsqu'on a eu l'entrevue qui a été réalisée avec Alban Picard. La stratégie semble être claire. On veut soutenir, en tout cas, du moins, c'est ce qu'on nous annonçait, c'est que le leader désigné ou celui qu'on
pense qu'il a le plus de chances d'aller chercher le maillot brun à l'issue de cette compétition, c'est Gabin Jiquel, le descendant numéro 16. Jiquel qui occupait avant le début de l'étape le deuxième rang pour le classement au point, mais c'est vraiment avant tout le classement pour le maillot brun qui est le plus important. Et Jiquel était deuxième avant le début de cette étape à 10 secondes de l'Américain Drake, avec les 3 secondes de bonification qu'il est allé chercher lors de ce premier sprint. Ben, ça fait en sorte qu'il est maintenant plus qu'à 7 secondes du coureur américain. Et on a vu l'écart qui séparait ce coureur que vous voyez à l'écran versus le peloton. Ils sont à portée de vue, en fait. Ils sont à distance de vue, alors c'est pas si loin, mais on nous dit que les 3 coureurs, Louis, qui sont au devant, ont pris une avance, eux, de leur côté. On a augmenté l'échappée. On est rendu maintenant à 60 secondes, 1 minute. Oui, ça semble difficile là, pour Fabrice Dufresne de faire la jonction. On a vu les images tantôt, l'écart entre l'échappée et le coureur en chasse. Alors évidemment, il ne bénéficie pas de supériorité numérique. Il est seul pour assumer le travail, alors que devant, on est 3 à pouvoir effectuer les relais. On rappelle qu'il y a également ce sprint de bonification qui s'en vient. Donc, du côté des coureurs français, on va certainement vouloir aller chercher ces secondes, mais surtout ses points. Et surtout dans le cas de Boutalou, qui est très bien placé au niveau du classement pour le maillot sprinter en 3e position. On nous parlait d'1 minute, là, on est redescendu pour ce qui est des chronos. Alors, on va continuer à suivre ça, mais ça bouge beaucoup. Là. Je pense que le peloton a réagi derrière là, à l'approche de ce sprint, justement. Alors, on va pouvoir suivre ça avec vous. Et comme vous le voyez, plus on va se rapprocher de Val d'Or, plus on va pouvoir récupérer notre signal et vous présenter ce qui se passe. Ce serait très agréable de pouvoir vous présenter le sprint. Je ne sais pas si c'est réaliste qu'on ait du réseau là, mais celui au 62e kilomètre qui serait celui de bonification en temps et en points. Ça devrait vraiment pas tarder. On n'a pas la vitesse moyenne actuellement que les cyclistes ont maintenue depuis le début de cette étape, mais si on roule sur des environs, des bases de peut-être 42, 43 km/h, ça veut donc dire qu'on devrait être sur le point là, d'arriver peut-être d'ici 1 à 2 minutes. Donc, on devrait avoir les résultats de ce sprint de bonification. Alors, évidemment, aucun des 3 coureurs qui étaient dans le premier sprint de bonification ne se retrouve cette fois-ci. Alors, on a 2 autres Français et on a également le coureur de l'équipe du Québec, Gabriel Tilly. Alors, on nous dit qu'on retrouvera nos caméras très bientôt pour l'approche du côté de Val d'Or. Et puis, on va pouvoir voir ce qui va se passer sur ce parcours. Là, on est sur la 397 et vous le voyez, la 117 qui va prendre vers la droite. Et par la suite, on va remonter le long de la 113 pour se rendre à notre itinéraire final du côté de Sainte-Terre, en fait au Mont-Bel. On a vu tantôt les images de drone là-bas. Alors, c'est une ascension qui va durer pendant 1 kilomètre et qui va mener à cette ligne d'arrivée pour conclure ce 140 km parcourus aujourd'hui. 5e étape. Et c'est toute une course actuellement qui bouge quand même. Il y a eu quelques tentatives d'échapper. Et puis là, on a encore nos 3 coureurs qui sont au devant pour l'instant. Vous le voyez, numéro 71 et le 11-12, donc les 2 Français et notre Québécois Canadien-Québécois, mais il représente l'équipe canadienne, Gabriel Tilly. Non, il est avec l'équipe du Québec. Ah, il est avec l'équipe du Québec. OK. Il est champion canadien de critérium, mais il court pour l'équipe du Québec. Alors voilà, il est donc. Ça fait plusieurs fois qu'on mentionne son nom. Il est très agressif dans ce tour d'Abitibi, Gabriel. Oui, et on devrait avoir, là, on a une voiture qui vient de les dépasser. Donc, est-ce que le sprint a déjà été disputé ou va être sur le point d'être disputé? Ça ne devrait pas tarder. Je ne sais pas si on va être en mesure de pouvoir présenter les images de ce sprint. Pour l'instant, celui qu'on voit à l'avant, c'est Bouteloup, coureur
Français qui a remporté la toute première étape, justement, devant Gabriel Tilly. Et en troisième position, dans ce petit groupe ici, autre coureur français, il s'agit de Rafe Koshwe. Alors, je ne sais pas si on a dépassé ce sprint. Ce serait bien que non, mais on ne le sait pas pour l'instant. On vient d'avoir, le sprint a effectivement été disputé. Ah. Donc, malheureusement, on n'a pas été en mesure de le voir, et le sprint a été remporté par Alexis Bouteloup devant Gabriel Tilly. Et en troisième position, c'est l'autre coureur français, Rafe Koshwe. Alors, on a dépassé... Un franco-britannique qui court avec la nationalité française, mais dont on disait qu'il avait également des origines britanniques, donc d'où le nom anglophone. On a donc dépassé le 62e kilomètre là, sur les 140 à faire. Oui, alors on laisse passer. Donc ça, c'est... donc on a une voiture là, qui va passer devant. Donc, je ne sais pas si... Je pense pas que ce soit une voiture commissaire. En tout cas, si elle en a une, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a un vélo sur le toit, mais... donc, le signal qui... Alors, cette course de 140 km qui vous est présentée ici du côté de Sainte-Terre et ça se termine au Mont-Bel. Alors, beaucoup d'actions qui vous est présentée. Alors, les voici, les cyclistes, les coureurs qui se sont détachés du peloton. Là. Et ça, c'est ce que c'est. Non, et ça, ce que c'est. Ah, ça, c'est nos. On est en voie de se faire rattraper, Louis, là, si je comprends bien. Là. Oui, c'est notre échappée. Le coureur en chasse là, qui était sur le point, là, on voyait le Fabrice Dufresne qui est pratiquement repris. Évidemment, ici, on est en ascension, mais il semble effectivement que l'écart a été considérablement réduit. Oui, Fabrice Dufresne là, qui est à quelques secondes devant. Donc, alors évidemment, c'est mission accomplie là, du côté des coureurs de l'échappée. On est allé chercher les points et les secondes de bonification. Donc, il ne serait pas surprenant là, que les coureurs se laissent reprendre ou du moins n'insisteront peut-être pas beaucoup là, compte tenu du fait que cette avance diminue considérablement et qu'ils ont quand même été chercher les secondes et les points du classement de la bonification. Alors, ils ont quand même réussi. C'était leur mission. Hein. Ils voulaient aller chercher ces points d'extra et ce temps d'extra aussi. Ils ont travaillé en fonction de ça. Puis là, on voit quand même qu'il y avait une certaine distance avec le peloton derrière qui bouge. Mais on a un groupe de chasse qui s'est détaché. Là. Est-ce que ça pourrait mener à quelque chose, une attaque intéressante? Il y a quand même beaucoup de coureurs là-dedans. Et ça bouge. Hein? C'est une attaque après l'autre. Là. On a quand même réussi à se détacher un peu. Là. On gagne des secondes. Là. Derrière, je ne sais pas si c'est parce qu'on ne réagit pas derrière ou vraiment on se donne fort du côté du groupe de chasse, là, mais ça pourrait donner quelque chose, là, Louis. Oui, ça pourrait redonner un nouvel élan justement à l'échappée. Donc, le fait qu'il y ait un groupe de chasse là, quand même assez important. Donc, on voit là, qu'il y a au moins un coureur de l'équipe canadienne. Il semble y avoir aussi un coureur, peut-être même deux coureurs, je pense même peut-être de l'équipe nationale du Canada. Et on voit que le peloton n'est pas très loin derrière. Alors, évidemment, on ne laissera pas un groupe de chasse aussi important partir sans réagir. Donc, devant, on revient évidemment toujours sur les trois coureurs en échappée. Alors, Alexis Bouteloup, Gabriel Tilly et Rafe Koshwe. Derrière, le groupe de chasse détient encore quelques mètres d'avance, mais on voit là derrière que l'avance semble diminuer.
Ah, quand même, j'ai une certaine distance. Là, on revient tranquillement, nous, Ouais, du côté du peloton, là. ouais, on avait, à un certain moment, ça avait diminué à 15 secondes, là, mais ça semble avoir augmenté un petit peu depuis. Ça tient bon là, du côté du groupe de chasse, mais on voit derrière là, que l'écart est quand même très faible avec le peloton. J'ai l'impression que tout ça va revenir à la case départ là, bientôt. On est sur le point d'effectuer ce demi-tour au 70e kilomètre au carrefour giratoire. Pour l'instant, on voit là, la distance. Et ça a été repris, oui. Donc, le groupe de chasse a été repris par le peloton, puis là, on a à peine une dizaine de secondes d'avance. Donc, l'écart qui a diminué. « 1h37 de parcouru, 140 km au total. Et vous voyez l'écart qui n'est pas si grand que ça entre. Ça aurait pu être dangereux, un groupe de chasse qui était constitué là, de 7-8 coureurs. Là. Si on avait fait la jonction, ça aurait pu être une menace pour le peloton, mais celui-ci l'a vu aussi et a décidé de ne pas les laisser aller. Alors, comme le peloton se rapproche tranquillement de nos coureurs, on ne prend pas de chance pour ne pas influencer la course. On se positionne derrière le peloton avec notre deuxième caméra. Puis ça nous donne aussi une idée de ce qui se passe au-devant. On est assez étiré, Louis, pour l'instant. Oui, la vitesse vraiment très élevée là, actuellement. Ben, c'est ce qui explique évidemment le fait que les coureurs de tête là, sont sur le point d'être rejoints par le peloton. Donc, on revient encore avec nos 3 coureurs de tête qui avaient au dernier pointage là, une dizaine de secondes d'avance. Donc, 20 secondes, on nous signale, mais c'est bon, il y a un coureur là, qui vient de sortir seul. Alors, j'ai l'impression que l'écart a peut-être même un tout petit peu diminué. Alors, évidemment qu'on suit ça. Puis là, de dos aussi, on le voit là derrière le peloton. On travaille fort pour le rattraper, rattraper notre groupe qui s'est échappé. Mais on a quand même du temps. Là. La course est encore très longue. Il n'y a personne, je pense, qui panique derrière là, avec un petit écart comme ça. Là. Pour l'instant, c'est pas vraiment dangereux. Là. Non, et encore une fois, là, on est à peine à la mi-course, donc on s'aligne vers une durée de course là, qui va être probablement plus aux environs de 3h15. Si les coureurs maintiennent la même vitesse là, dans la deuxième moitié de course, on va très bientôt assister au demi-tour que les coureurs vont effectuer autour du carrefour giratoire. Alors, vous voyez les signaleurs qui sont là pour indiquer aux cyclistes où passer. Il y a une petite accalmie de nouveau au sein du peloton. On voit devant, là, en deuxième position, on voyait le maillot orange et l'allure a de nouveau diminué. On arrive justement à ce carrefour giratoire où est-ce qu'on va amorcer, effectuer le virage pour amorcer le retour en direction de Sainte-Terre. Donc, toujours nos 3 coureurs en échappée. Alors, pour l'instant, les 2 Français qui se maintiennent devant, là, mais on voit que c'est pas très loin quand même. C'est pas une grosse avance. Là. Et tranquillement, on approche, si ce n'est pas déjà fait, de la mi-parcours. Oui, on est à la mi-course maintenant avec 70 km d'effectués dans la course. On rappelle que le prochain point chaud sera au 91e kilomètre, donc à la tour de communication. Ce sera un deuxième Grand Prix de la montagne de la journée. C'est aujourd'hui, exceptionnellement, il y a 3 Grands Prix de la montagne. Le sprint d'arrivée se constituera également un Grand Prix de la montagne puisqu'on arrive au sommet. Et en plus de ça, compte tenu du degré de difficulté, les points seront doubles. Donc, au lieu d'avoir 5, 3 et 2 points aux 3 premiers, il y aura 10, 6 et 4 points qui seront octroyés aux 3 premiers coureurs à l'arrivée de cette étape.
Alors, image du peloton et peut-être qu'on commence tranquillement à perdre un petit peu de signal. On va essayer de, bien entendu, de suivre le plus longtemps possible avec vous, direction du Mont-Bel. C'est ce qui va conclure les 140 km. Et comme tu disais, oui, les points de la montagne vont être doublés. C'est pas pour rien parce qu'on termine avec toute une ascension. Après ce long parcours, eh bien, les cyclistes devront monter cette côte d'1 kilomètre qui mènera à la ligne d'arrivée. Alors, on poursuit notre chemin du côté de Val-d'Or où se déroulent la plupart des activités cette semaine. Hein. Demain, d'ailleurs, ne manquez pas le contre-la-montre qui va se dérouler ici. Énormément d'actions hein, parce que demain, c'est aussi le tour de la relève. Alors, il y a plus d'une centaine d'athlètes de partout au Québec qui vont se retrouver pour disputer certaines épreuves au centre-ville et dans la région de Val-d'Or. Oui, énormément d'actions en cours de journée. Et bien entendu, le clou du spectacle, bien, ce sera cette course demain de 124,8 km. Départ qui va se faire du côté de l'hôtel de ville. Et puis, c'est des tours qui seront effectués tout au long de la journée. En fait, c'est demain, si je ne me trompe pas, je vais vous dire ça. On aura, je vais retrouver mon information, je vais pouvoir vous le dire, on aura 12 tours à faire de 10,4 km. Alors Louis, on est toujours avec nos trois coureurs au devant et derrière, ben, on voit là, le groupe intercalé de. C'est pas un groupe, c'est un duo, ils sont deux. Et puis par la suite, on a le peloton derrière. Mais là, vraiment, la distance n'est pas énorme, mais ça tient bon. Alors, Oui, pour on l'instant. semble même avoir augmenté un tout petit peu. Là. Il y a eu, alors évidemment, à l'intérieur du peloton, si on ne maintient pas un effort constant, ben, ce que ça fait, c'est que on joue un peu au yo-yo, donc on va réduire un peu l'écart, et par la suite, il y a une petite accalmie. L'écart va augmenter de nouveau. Donc, du côté de l'échappée, ben, on continue de bien travailler ensemble. On veut y croire, mais bon, c'est encore très, très loin. Là. C'est près de 70 km à parcourir. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir disputer les points chauds et peut-être espérer qu'un autre groupe va venir se joindre à nous. Du côté des coureurs français, ben, en envoyant Bouteloup et Couchouet devant, ben, à ce moment-là, ça permet aux coureurs de l'équipe française de rester tranquilles à l'intérieur du peloton. Ils n'ont pas à assumer de travail et c'est aux autres formations là, donc à effectuer du travail, ce qui fait que ben, les favoris au sein de cette équipe française, qui sont Jiquel et Picard, ben, sont protégés. Eux qui occupent actuellement les meilleures positions au niveau du classement général pour le maillot brun. Dans le cas de Picard, ben, il est le détenteur du maillot du meilleur jeune. Donc, une belle opération, encore une fois, de l'équipe française. Alors, 15 secondes d'écart, c'est pas une grosse avance pour cette échappée-là. Et en fait, c'est ça. Le peloton pourrait les reprendre dans les prochaines minutes, mais on dit ça, mais ça fait quand même un bout qu'on se maintient. Là. Donc, on va pouvoir avoir plus de détails là, en voyant cette image-là. On est loin quand même. Là. On dirait que. Oh, là, on a perdu le focus. Ouais, on a un coureur là, qui essaie de faire la jonction. Là. Deux coureurs. On a deux coureurs actuellement en chasse là, qui ne sont pas très loin derrière. Et un autre coureur qui se pointe quelques secondes avant le groupe. Tout juste devant le peloton. Là, ça... Ah, mais il me semble qu'on a pris encore quelques mètres là, sur le peloton. Là. On va voir est-ce que le peloton arrivera à remonter. Pour l'instant, les deux Français qui sont bien confortables avec notre Québécois en tête dans cette échappée. On revient sur la queue du peloton et on a ici les coureurs qui font signe à leur voiture d'équipe, veulent avoir du ravitaillement. Donc, le maillot
du meilleur sprinter. Donc, il s'agit du coureur français Paul Aurillac. Paul Aurillac qui occupe la tête de ce classement avec, grâce principalement à ces deux sprints qu'il avait remportés lors de la première étape. Lors du premier Grand Prix de la montagne, aujourd'hui, il est allé chercher la 3e position, ce qui lui a donné 2 points. Donc, il mène actuellement ce classement avec 12 points contre 7 points pour Arnaud Lajoie, qui est celui qui est le plus proche au niveau du classement derrière. Lui, il voudra certainement faire partie du sprint de fin du côté du Mont-Bell pour aller chercher les points, parce qu'ils sont doublés, là, les points aujourd'hui. Effectivement, pour l'instant, bien sage au sein du peloton. Donc, compte tenu du fait qu'on a quand même 2 coureurs en échappée devant, on a le maillot brun et de même que, pardon, pas le maillot blanc, mais plutôt le maillot orange et le maillot bleu qui sont dans le peloton. Alors, on l'envoie lui derrière pour aller chercher des bouteilles pour venir ravitailler les équipiers. Et on va le voir là, normalement, il devrait remonter parce que les coureurs restent le plus possible devant le peloton pour s'assurer que s'il y a une tentative d'échapper, ben, les leaders doivent être en mesure de réagir. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent du vélo comme étant un sport individuel, mais c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Et justement, le rôle des équipiers, c'est d'aller chercher des bidons, ramener aux leaders, c'est de contrer les échappées, partir dans des échappées également pour forcer les autres équipes à assumer plus de travail. C'est un travail qui peut parfois paraître ingrat parce que ce n'est pas ces coureurs-là qui vont chercher ultimement les résultats, mais c'est un travail qui est comment important. Quand on pense à des athlètes québécois comme Hugo Hull ou Guillaume Boivin qui courent pour la formation Israël Premier Tech, ben, ce ne sont pas les leaders d'équipe. Donc, les opportunités pour eux de pouvoir aller chercher des résultats pour eux-mêmes sont peu nombreuses. Il y en a occasionnellement. On l'a vu d'ailleurs lorsque Hugo Hull est allé chercher la victoire d'étape sur le Tour de France il y a 3 ans. Mais la plupart du temps, ces coureurs-là sont au service des leaders de l'équipe et font un travail qui est remarquable. Et ça doit quand même être... ben, c'est ça. J'imagine que quand on monte dans le monde du cycliste, on doit s'y habituer. Là. Mais pour l'ego de certains, ça ne doit pas être évident parce que rendu là, c'est tous des bons coureurs, c'est tous des grands athlètes. Exactement. Là. Et effectivement, comme tu le dis, il y a une adaptation. Tu passes d'un coureur là, dans une équipe amateur où tu étais le leader, puis les gens, puis tu allais chercher des résultats, où là, ben, tu as une opportunité de retrouver dans une équipe de plus haut niveau, au niveau du World Tour. Mais les coureurs au niveau du World Tour sont tous très, très bons et il y en a qui sont exceptionnels. Donc, si tu ne fais pas partie des coureurs exceptionnels, bien, plus souvent qu'autrement, ton rôle va être d'assister et de porter le soutien nécessaire aux autres coureurs de l'équipe. Pour l'instant, vous voyez le Mont-Bell, c'est là que ça va se terminer tout à l'heure après les 140 km qui auront à être parcourus aujourd'hui. On a donc franchi plus de la moitié. Et pour l'instant, ben, il y a eu beaucoup d'actions cette semaine. Vous avez vu tout à l'heure un résumé du côté féminin, du volet féminin. Là, je vous propose de regarder ce qui s'est passé en début de semaine avec le volet masculin. Et voici un résumé de la première étape.
aujourd'hui, gagner la première étape, c'est juste dingue. Nous voilà de retour avec 2 coureurs maintenant qui sont en avant. Vous voyez derrière 2 autres qui tentent de faire la jonction et le peloton. Ça a été regroupé, ce peloton, au cours des dernières minutes. Et entre-temps, Louis, on a eu un Grand Prix de la montagne, le 2e de cette épreuve. Oui, le Grand Prix de la montagne qui a été remporté par Yuki Inoue de la formation japonaise. Pour la 2e position, c'est Cédric Brouillard de l'équipe du Québec et Paul Aurillac qui est le détenteur du maillot à poids, le maillot du meilleur grimpeur, est allé chercher les points pour la 3e position. Donc, Aurillac qui détient maintenant une avance de 7 points, donc avec un total de 14 points à l'issue de ce 2e Grand Prix de la montagne. On rappelle qu'évidemment, il y aura un Grand Prix de la montagne qui sera disputé à l'arrivée de cette étape. Donc ici, on en profite pour l'instant pour ravitailler. Donc, petite période d'accalmie au niveau du peloton. On voit les coureurs de la formation Alliance Expertise Med de Dessart 94 et 95, Charles-Étienne Gaudreau, Grégoire et Louis-Charles Brouillard là, qui sont descendus au véhicule. On aura d'autres athlètes également là, ici de chez Lifthouse Cycling Academy. Donc, on voit les coureurs qui vont placer des bidons dans leur maillot. Donc, on va essayer de remonter par la suite puis aller donner du ravitaillement aux autres coureurs de l'équipe. Et Louis, c'est Yuki Inoue, le numéro 51, qui est en avant avec Cédric Brouillard de l'équipe du Québec. Donc, c'est les 2 coureurs là, qui ont été chercher les points de première et 2e place lors de ce Grand Prix de la montagne. Ce qui veut donc dire que nous sommes maintenant rendus, on a dépassé les 91e kilomètres. Donc, un peu moins de 50 km maintenant à parcourir dans cette épreuve. Donc, encore environ 1 heure, 1h05 là, avant de conclure l'épreuve. Donc, Cédric Brouillard, qu'on voit présentement à l'avant. Donc, du côté de l'équipe du Québec, on était quand même assez actif avec Gabriel Tilly qui a fait partie de l'échappée pendant un bon moment. Maintenant, c'est au tour de Brouillard. On va chercher des points lorsqu'on le peut. Et on a vu là, Louis, 3 coureurs qui sont en chasse. C'est le numéro 13, donc Simon de France de l'équipe de France. Le numéro 24, Maddox Simons, un Américain. Et le numéro 91, Sean Rio de l'équipe. Est-ce que c'est l'équipe canadienne, ça? Oui. Sean Rowe. Alliance Expertise Med. Ah oui, voilà. L'équipe québécoise. OK. Bon, je vais finir par me retrouver dans mes feuilles avec les noms d'équipes. Là, je vais mieux comprendre. Là. D'ici la fin, Louis, là, d'ici les 7 étapes, là, je vais être capable de te suivre. Là. Alors, pour l'instant, vous voyez ce peloton et il y a eu quand même pas mal d'actions aujourd'hui, là, comme à chaque jour, hein, finalement. Ouais. Et on voit, là, après chacun des points chauds, généralement, il y a une petite période d'accalmie. On en profite pour justement aller chercher des bidons, descendre aux voitures d'équipe pour se ravitailler. Et c'est un moment souvent qui est propice pour que les coureurs partent en échappée. Donc, dans ce cas-ci, c'est simplement les 2 coureurs qui ont disputé le Grand Prix de la montagne, qui ont poursuivi leur effort. Du côté du coureur français, lui, c'est simplement laissé et rester au sein du peloton. Donc, ici, on a un coureur de chez Espoir Quilico, Colin Deshôtels, qui fait signe à la voiture du président du jury qu'il a besoin de sa voiture d'équipe pour pouvoir se ravitailler. Les ravitaillements, on a une fenêtre de temps pour faire ça. Hein. On peut commencer à le faire à partir du 30e kilomètre, puis ça va jusqu'où aujourd'hui? En principe, là, évidemment, il y a toujours une certaine latitude de la part des officiels, mais généralement, les 20 derniers kilomètres, il n'y a plus de ravitaillement. Effectivement. Là où il y a généralement un peu plus de latitude, c'est le commissaire pourrait autoriser le début du ravitaillement un petit peu plus tôt. Mais avant ça, c'était 50 km. Maintenant, à 30 km, généralement, là, on n'a pas trop de problème à franchir les 30 premiers kilomètres avec les 2 bidons. On voit là, que tous les coureurs ou la quasi-totalité des coureurs partent la course avec 2 bidons. Et par la suite, tout au long de l'épreuve, évidemment, on va descendre
pour aller chercher du ravitaillement. Là, ici, on a Christophe Bastien de l'équipe nationale du Canada qui lève également la main. Donc, on voit... Alors, c'est une façon... on voit là, les écarts, là, donc 50 secondes et 25 secondes. Là, donc, 50 secondes d'avance pour les 3 coureurs de tête. Et le groupe de chasse était à 25 secondes quant à lui. Ici, on voit le coureur de l'équipe des États-Unis, Nicolas Milanovic, qui est très bien placé au niveau du classement général, colombien, qui fait également signe qu'il veut avoir sa voiture d'équipe pour pouvoir ravitailler. On voit qu'il a déjà quelques bidons. Donc, demande sa voiture d'équipe. Donc, on va descendre à vite. Pas se poser, s'appuyer comme ça trop longtemps. Oui. Il va peut-être recevoir... non, je pense que ça va. Donc, s'il s'accrochait trop longtemps, il pourrait recevoir un avertissement, possiblement même une pénalité. Ben voilà quand même une bonne distance. Là. Oui, c'est une bonne avance. Alors, évidemment, lorsqu'on regarde le classement général, ces 2 coureurs sont quand même assez loin. Donc, on va aller vérifier là, du côté du classement général. Donc, le dossard numéro 51, le coureur japonais qui occupe actuellement le 44e rang à 4 minutes 59. Dans le cas de Cédric Brouillard de l'équipe du Québec, il occupe le 51e rang à 6 minutes 32. Donc, ce ne sont pas des coureurs qui sont menaçants au niveau du classement général. C'est la raison pour laquelle on peut les laisser aller. Et à ce moment-là, bien évidemment, du côté, ça permet d'aller chercher, c'est eux autres qui vont aller chercher les points. Donc, pour ceux qui occupent actuellement la tête du classement dans les différents classements aux points, que ce soit pour le Grand Prix de la Montagne, ben ce ne sont pas des coureurs qui sont menaçants. Alors, il y a eu quelques mouvements depuis le début de cette course et depuis le début de la semaine aussi du côté masculin, là, ça a bougé énormément. Il y a beaucoup d'attaques et c'est intéressant à suivre. Il n'y a pas une course où on s'ennuie avec les hommes jusqu'à maintenant. Oui, on voit ici 2 coureurs, un coureur de l'équipe du Québec et un coureur de l'équipe nationale. Donc, Maxime Bourassa, on revient maintenant sur Brouillard qui est en avant. Donc, du côté de l'équipe du Québec, celui qui est actuellement en queue de peloton, le dossard numéro 74. Il s'agit de Julien Bélanger. Julien Bélanger qui est un coureur qui vient de la région d'Outaouais, qui en est à sa première saison dans la catégorie junior. Donc, du côté des coureurs en échappée, ben, on continue de fournir un bon effort. On voit là, très bien les coureurs. Alors, du côté des coureurs intercalés, là, je ne sais pas s'ils sont 3. Là, j'ai l'impression qu'ils sont 3 et on a un coureur là, qui est légèrement devant le peloton. Donc, le groupe de chasse dont on ne connaît pas pour l'instant la composition, ça sera intéressant de voir si on est en mesure d'aller chercher les numéros de ces je coureurs. pense que... Est-ce que tu les as? Non. J'ai trop de chiffres ici. Je ne sais pas si du côté de la régie, on a la composition du groupe de chasse. Non, on n'a pas ça. On va essayer de l'avoir pour vous si jamais... Là, les 3 coureurs, là, si soit la moto ardoisier ou encore notre caméraman. On a, là, ça y est, il fallait poser la question pour l'avoir. Donc, on a 3 coureurs en chasse, donc les dossards 13, 24 et 91. Le dossard 13, c'est Simon de France, de l'équipe de France. Alors, on ne va pas faire de jeu de mots. Du côté des États-Unis, on a Maddox Simmons, le dossard 24, et le 91, Sean Rowe. On les avait mentionnés tantôt. On avait mentionné effectivement l'identité de ces 3 coureurs là, qui sont pour l'instant intercalés entre les 2 qu'on voit à l'écran et le peloton. La distance qui est quand même à l'œil assez grande là, avec ces 2 coureurs, mais on est encore à plus de 40 quelques kilomètres à parcourir là, avant la fin. Là. Oui, donc encore évidemment une bonne distance à faire. Donc,
peut-être environ, là, c'est comme tu le dis, là, autour de 40 km. On rappelle que le prochain point chaud, ce sera au 112e kilomètre. On aura le deuxième sprint de la mairesse de Sainte-Terre de la journée, donc une prime de 250 $ pour le premier coureur à franchir la ligne. Et par la suite, on va se diriger vers la ligne d'arrivée au sommet du chemin du Mont-Bel, au terme des 140 km. Et là, on va voir là, une fin d'étape là, qui est assez difficile avec cette dernière ascension. Donc, plusieurs coureurs, encore une fois, qui profitent de cette petite accalmie. On rappelle que dans les 20 derniers kilomètres, il n'y aura plus de ravitaillement possible. Donc, on veut s'assurer de ne pas manquer de breuvage. Pendant ce temps, on revient les images sur nos deux hommes de tête. Yuki Inoue et le dossard 75 de l'équipe du Québec, Cédric Brouillard. 140 km à parcourir aujourd'hui. C'est la 5e étape présentée par le groupe minier CMAC. Et départ avec 71 cyclistes qui s'est fait du côté de Sainte-Terre. Et on termine ça avec cette fameuse ascension. On l'a vu un peu plus tôt, là, le Mont-Bel, où on attend déjà les cyclistes. Et ça s'en vient tranquillement, là, une longue épreuve. C'est la plus longue du Tour d'Abitibi-Glencore pour cette édition 2025. Et Louis, tu le disais, c'est d'ailleurs la plus longue distance permise pour ce niveau d'âge. Oui, chez les juniors hommes, là, dans une course par étape, la distance maximale qu'on peut disputer lors d'une seule étape est de 140 km. On sait que le Tour d'Abitibi est la course par étape la plus longue au monde du côté des juniors hommes. En fait, normalement, on ne dépasse pas 5 jours, mais dans le cas du Tour de l'Abitibi, c'est une épreuve qui est inscrite au calendrier international depuis fort longtemps. Donc, il bénéficie probablement d'une dérogation pour lui permettre justement de bénéficier. Alors ici, on vient de voir Gabriel Tilly faire signe à la voiture du président du jury. Et contrairement aux autres coureurs, il n'a pas montré un bidon, mais on a vu simplement avec le mouvement des mains, il signalait qu'il veut parler à son directeur sportif. Donc, probablement commencer à discuter de stratégie. Il y a un coureur de son équipe qui est dans l'échappée, donc veut vérifier, valider auprès de Pascal Choquette, l'entraîneur de l'équipe du Québec, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, Pascal Choquette ici, on voit là, la voiture de l'équipe du Québec avec Gabriel Tilly. Les deux s'entretiennent. Ah, on peut faire ça, juste demander de discuter avec notre équipe? Oui, tout à fait. Alors, évidemment, compte tenu du fait que les coureurs n'ont pas d'oreillette, il n'y a pas de communication radio, le seul moyen de communication, c'est de descendre. On peut le faire, évidemment, lorsqu'on va pour le ravitaillement, mais on peut également le faire à tout moment dans la course. Par contre, il faut descendre, évidemment, à la voiture de l'équipe pour pouvoir parler à son directeur sportif. Donc là, on voit évidemment plusieurs voitures qui remontent du côté gauche. Ce sont des voitures qui ont été appelées pour le ravitaillement. Donc, elles doivent monter à la hauteur de la voiture du président du jury. Elles vont par la suite procéder au ravitaillement, se retasser du côté droit de la route pour aller reprendre leur position dans la caravane. On sait que les véhicules dans la caravane sont positionnés en fonction du classement général individuel au temps. Donc, actuellement, c'est un coureur américain qui mène ce classement. Donc, c'est lui qui, normalement, est à la voiture numéro 1. Donc, on a vu du côté de l'équipe du Québec, c'était la voiture numéro 4. La voiture numéro 2, c'est l'équipe de la France. Donc, on voit très bien la voiture identifiée là, devant nous. Là, donc, on va probablement, on a besoin également de ravitailler ou de parler à certains coureurs. La voiture numéro 3, c'est la voiture de Maxime Bourassa, de l'équipe nationale du Canada. Donc, il y a beaucoup de mouvements qui se passent à l'intérieur d'une caravane. Ben oui, on le voyait bien. Ça fait partie également, dans une compétition comme le Tour de l'Abitibi, ça fait partie des apprentissages que les coureurs doivent faire, doivent apprendre à descendre, choisir le bon moment pour descendre dans la caravane pour aller se ravitailler. Alors généralement, on essaie de choisir des moments où la vitesse est moins élevée. On demande aussi, on fait signe qu'on veut avoir la voiture d'équipe pour ne pas être obligé de descendre loin derrière. Les moments qui sont les plus stressants, par contre, c'est lorsqu'on a un problème mécanique, là, une crevaison, où là, à ce moment-là, bien évidemment, le temps d'effectuer le changement, on peut des fois se retrouver
loin dans la caravane ou même hors caravane. Et là, à ce moment-là, il faut donner le maximum pour pouvoir revenir. Et on peut, à ce moment-là, profiter du sillage des véhicules pour remonter progressivement jusqu'au peloton. Et c'est pour ça que ça prend également dans la caravane, tous les chauffeurs dans la caravane d'un événement comme celui-ci doivent, en principe, avoir suivi une formation de chauffeur. Donc, parce qu'il y a, bien évidemment, on a une voiture, on a des cyclistes qui peuvent se retrouver mais intercalés entre ces voitures-là, puis on ne veut surtout pas qu'il y ait d'accident. Donc, ça prend des gens qui ont l'expérience, qui ont une compréhension de la course. Au niveau canadien, il y a une formation qui existe, donc une formation de chauffeur de caravane. On explique comment ça doit fonctionner. Et dans les courses au Québec, lorsqu'on a une caravane, ben, c'est une formation qui est obligatoire. Donc, les gens doivent suivre cette formation-là pour pouvoir conduire une voiture, en plus, évidemment, de détenir une licence de fédération. Alors, on se dirige tranquillement. Vous le voyez, là, le Radio Tour, c'est notre point de repère. On se dirige vers Santerre. On va y arriver dans les prochaines minutes. On retrouvera le signal caméra dans la région de Santerre. En fait, en attendant, on vous présente un résumé de ce qui s'est passé un peu plus tôt cette semaine. Allons voir la deuxième étape avec les plus belles images qu'on a récoltées pour vous. UCI win, and yeah, I'm very happy. Nous revoilà avec notre peloton ici que vous voyez. Ce n'est pas regroupé. Par contre, on a des coureurs qui sont en avant. Mais pour l'instant, nous sommes à notre caméra qui se retrouve avec le peloton qui, eux, sont en chasse vers le groupe qui est au devant. Oui, on voit en avant du peloton, on voit un coureur de l'équipe nationale américaine qui tentait d'activer. Donc, dans l'échappée, on nous a signalé la présence de plusieurs coureurs. Là. C'est une échappée dans laquelle on a deux coureurs. Si on regarde la composition, ils avaient 1 minute 50 secondes d'avance sur le peloton aux dernières indications. Dans ce groupe, on avait notamment le dossard 13, Simon de France, de même que le dossard 16, Gabin Jiquel. Donc, Gabin Jiquel qui est deuxième au classement général individuel, qui fait une excellente opération là, actuellement en étant dans cette échappée. Donc, deux coureurs de l'équipe française. On a un coureur de l'équipe américaine qui est Maddox Simmons. Donc, Simmons qui n'est pas le leader de cette équipe. Donc, on a les deux. Donc, on est à 10 km là, de la ligne d'arrivée et on a en avant donc un coureur là, qui pourrait aller chercher le maillot brun. Donc, dans ce groupe-là, on a également un coureur de l'équipe japonaise Yuki Inoue, dossard numéro 51. Il y a également le dossard 75 de l'équipe du Québec, Cédric Brouillard, le 91, Sean Réau de la formation Alliance Expertise Med, de même que le dossard 114 de la formation régionale, l'équipe cycliste Subway, Cédric Fizet, et le dossard numéro 121 de chez Liftow Cycling Academy. Il s'agit de Ronan Mantle. Ici, trois coureurs là, qui sont en contre. Donc, on a dans ce groupe un coureur de l'équipe du Québec. Donc, on voit l'avance semblerait avoir diminué un petit peu. 1,35. C'est-à-dire qu'on attend un peu. Il y a donc un groupe intercalé, puis on est à 1,35. Donc, on a le dossard numéro 16 qui est en échappée seul. Donc, le groupe de chasse est quant à lui à 45 secondes. Donc, Jiquel qui prend une très, très sérieuse option
pour non seulement sur le maillot brun, mais pour placer, de se positionner là, en position et ça va devenir être très difficile de le déloger. Et derrière, bon, on a le peloton qui est à 1,35, mais ici, dans le peloton, on a 3 coureurs, dont un coureur de l'équipe du Québec. Il y a également un coureur de l'équipe nationale et intercalé derrière, là, on a un 3e coureur dont on n'a pas l'identité pour l'instant. On a vu Jiquel hier lors de l'étape, quand il est allé chercher la prime du maire, il avait creusé un écart d'une 20aine de secondes pour après ça, finalement, se laisser reprendre. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de partir en solitaire. Et je suis quand même surpris qu'il ait réussi à creuser, là, à faire faux bond à ses compagnons d'échappée. Ils étaient quand même 7 autres coureurs dans cette échappée. Donc, réussir à sortir seul avec maintenant moins de 10 km à faire dans l'épreuve. Alors, on va certainement récupérer aussi notre caméra au devant dans les prochaines minutes. Alors, si on était en mesure de pouvoir identifier ces 3 coureurs là, qui se sont détachés pour l'instant là, devant le peloton. Alors, encore une fois, un coureur de l'équipe du Québec, un coureur de l'équipe nationale du Canada et un 3e coureur là, qui est présentement tout juste devant. On rappelle qu'au classement général individuel au temps, Jiquel occupait avant le début de cette étape la 2e position à 10 secondes de l'Américain Beckham Drake. Il est allé chercher 3 secondes de bonification dans un des 2 sprints de bonification au cours de l'étape. Et là, il est en voie de non seulement d'aller chercher possiblement la victoire d'étape, mais surtout de reprendre le maillot brun et de creuser un écart très significatif avec ses plus proches poursuivants. Donc, on a la moto ardoisier ici, c'est la voiture je pense que c'est la voiture de l'équipe de la France là, qui vient de passer. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir voir là, la moto ardoisier. Bon, on n'a pas vu, alors... Ça va voir notre caméraman en avant. Alors, pour l'instant, non, je pense qu'on ne la verra pas. Elle est partie. Donc, on a fait la demande à notre caméraman. On espère être capable de voir les numéros, là. On voit ici, mais je pense que... il y a un bon écart là, avec le peloton. Il peut se laisser glisser quelques instants pour aller chercher la composition. On devrait pouvoir avoir là, les numéros des coureurs là, dans quelques instants. Donc, on a 2 maillots là, qu'on a pu très clairement identifier. Bon, on va être en mesure de pouvoir avoir la composition dans quelques instants. On a le Dessart 72, le 100, bon, le 46 et l'autre numéro, c'est quoi? C'est le 101. Voir, hein? 101, je pense que c'est Mathis Legault. Mathis Legault des Espoirs Kilico. Le Dessart numéro 72, c'est Simon Gaudreau de l'équipe du Québec. Et le Dessart numéro 46, il s'agit de Charles Roffy de l'équipe nationale du Canada. Donc, 3 coureurs qui sont partis, donc qui vont tenter d'aller faire la jonction avec, évidemment, le groupe de chasse. Il reste moins de 10 km selon ce qu'on a pu voir là, lorsqu'on a vu le panneau. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe justement dans le groupe de chasse et en tête de course. Oui, on essaie de récupérer le signal de notre caméra qui est au devant. Alors, les 3 coureurs là, qui viennent de creuser un bon écart avec le peloton. Donc, le 2e groupe de chasse composé, encore une fois, de Charles Roffy,
Mathis Legault et Simon Gaudreau. Simon Gaudreau de l'équipe du Québec, le dossard 72 qui est devant, suivi de Ruffy et de Legault. Alors, on va... On m'indique là, que bientôt, on va récupérer aussi la caméra qui est au devant, là, qui devrait être avec les premiers coureurs et qui se rapproche. On est maintenant à quelques kilomètres de cette fin de parcours. 5e étape du Tour d'Abitibi, Glencore, présentée aujourd'hui par le groupe minier CMAC. OK, là, on nous indique que Louis, on n'aura pas la vision du premier, mais on a... en fait, je ne sais plus où on est, là. On essaie de récupérer, voilà, notre caméra qui s'en va au-devant du peloton. Il reste moins de 4 km, donc je ne sais pas si on a des images là, à la ligne d'arrivée également, mais là, on va certainement tenter d'aller rejoindre au moins le groupe de chasse. On rappelle que le dossard numéro 16 est devant en échappée, donc il s'agit de Gabin Giquel. Ici, ce sont les voitures des autres coureurs qui sont dans ce groupe de chasse avec la voiture du président Dury. Allez, voilà! Donc, la moto doit se rapprocher, donc on va essayer d'aller chercher des images. Alors que la ligne d'arrivée est prête, nous sommes prêts à les accueillir, les coureurs qui devraient arriver dans les prochaines minutes. Là. On est à quelques kilomètres à peine. Peut-être un 2 km, les premiers véhicules qui arrivent. Et on surveille parce que oui, on a Gabin Giquel là, qui était seul selon les dernières informations qu'on nous a transmises. C'est le commissaire qui, alors là, on vient de franchir le cap de notre groupe de chasse et on se dirige vers la ligne d'arrivée à toute vitesse pour essayer de voir. Alors, nous voilà 1 kilomètre à parcourir avant l'arrivée, Louis, et ça, c'est celui qui devrait certainement franchir la ligne en premier. Oui, donc Gabin Giquel, là, qui, selon les dernières informations qu'on nous avait transmises, détenait une avance d'une trentaine de secondes sur le groupe de chasse. Donc, ça va être intéressant de voir, il va franchir la ligne d'arrivée avec combien d'avance. On sait qu'il va également aller chercher des points pour le classement pour le maillot orange du meilleur sprinter. Et il va certainement donc prendre la tête de ce classement, de même que pour le classement pour le maillot brun. Donc, une très, très solide performance de la part du coureur français. La voiture d'équipe ici, avec le directeur sportif François Trarieux qui lui prodigue les derniers encouragements. On lui dit d'aller au maximum. On approche de la ligne d'arrivée. Et on voit qu'il y a une grosse distance en arrière avec
nos cyclistes. Et ça, c'est la chasse. C'est les 3 qui sont derrière. À ce qu'on nous dit. Oui, mais on a quand même un groupe intercalé. Là. On a 8 coureurs là, qui sont entre 7 coureurs qui sont entre ces coureurs-ci et Jiquel. Donc, il y a un autre groupe là, devant eux. Donc, ça, c'est. Donc, là les images. Bon, le numéro 16, c'est le coureur en échappée. Le petit groupe de 3, c'est le deuxième groupe de chasse selon les informations qu'on nous avait transmises. Alors, on est dans cette montée qui va donner, entre autres, beaucoup de points pour le Grand Prix de la montagne parce que ça se termine juste au sommet de cette côte. On approche peut-être ce qui sera la dernière courbe avant l'arrivée. On le voit là, ici, on est à 300 mètres de l'arrivée. Alors, on est près du côté de la ligne d'arrivée pour voir cette fin d'étape de 140 km. Et il aura réussi son pari. Il s'est dégagé du groupe. Ça fait déjà une dizaine de kilomètres qu'il a réussi à se dégager. Ouais, ça fait un bon moment et surtout, il va évidemment aller chercher la victoire d'étape, des points pour le classement au point, mais il va surtout s'emparer du maillot brun. Lui qui n'était qu'à 10 secondes derrière l'Américain Drake avant le début de cette étape et qui est déjà allé chercher 3 secondes de bonification. Là, il y aura 10 secondes de bonification, mais surtout tout le temps qu'il va être en mesure de prendre dans cette arrivée qui va être considérable. 100 mètres! Alors, ça va le mettre dans une position quand même très confortable avant le début de la prochaine étape, d'autant que dans son équipe, il y a les Français en équipe qui est très, très forte. Donc, dernier effort, on voit qu'on ne relâche pas. On va aller chercher le maximum de temps. On sait qu'il reste encore 2 longues étapes à venir. On arrive maintenant dans la dernière portion de l'ascension. Et nous y voilà! Victoire d'étape pour Gabin Jiquel. Quelle belle performance de la part du coureur français. Bon, tout un effort. En principe, on avait... Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ici? On a le coureur japonais qui faisait partie de cette échappée, le Dessart 51 Inkwe. Et on a également le Dessart numéro 13, celui de Simon de France, qui va venir chercher la 2e position. Donc, à 150 mètres de l'arrivée. Derrière, on a plusieurs coureurs. On voit qu'il y a des coureurs qui commencent vraiment à éprouver de la difficulté. Ah oui, ben oui. Alors, on est arrivé là. De France, et voilà. Qui va chercher la 2e position. Pour la 3e position, ça ira au coureur japonais Inoue. Pour ce qui est de la 4e, et là, ça semble être revenu à l'arrière. Donc ici, en 5e position, c'est un coureur chez l'équipe Subway. Et donc, le peloton qui semble être revenu et avoir absorbé tous les coureurs là, qui étaient intercalés entre l'échappée. Et on voit que c'est toute une fin de course. Hein? Les coureurs sont épuisés. Là. Ils ont tout donné. Puis terminer ça avec cette côte, c'est intense. Et là, voilà la fin de course. Vous voyez le peloton qui s'est étiré, évidemment. Et là, ça va... on additionne des secondes dans ce temps-là. Là. Oui, et là, on va avoir des écarts quand même assez importants. On voit les coureurs qui sont épuisés à l'issue de cet effort. Donc, 3 heures, plus de 3 heures, 10 minutes de course pour parcourir ces 140 km. On voit des cyclistes épuisés là, devant le véhicule après cet effort intense, évidemment. 140 km, on termine ça avec une ascension d'1 kilomètre. Alors, de quoi bien terminer la journée et se préparer pour un bon dodo. Là. Je pense que ça va faire du bien. Oui, Colombien qui semble être content d'avoir terminé. Je ne sais pas s'il a pratiquement levé les bras. Alors, je pense que c'est plus en signe de satisfaction que quoi que ce soit d'autre. Donc, d'autres coureurs là, qui vont venir compléter l'épreuve. Donc, on devrait avoir sous peu les résultats de l'étape. Pendant ce temps-là, vous voyez la caravane. Quand on vous en parle, là, on vous dit qu'il y a beaucoup de monde là, dans cette caravane-là. Vous les voyez, là, les véhicules hein, qui sont passés depuis tout à l'heure. Et il reste encore quelques cyclistes là, qui sont intercalés. Ils ont droit jusqu'à quoi? C'était 20 du temps du premier à traverser la ligne. Oui, il n'y a pas vraiment d'enjeu, à moins qu'il y ait des coureurs qui ont été lâchés relativement tôt dans la course, mais sur 3 heures, 10 minutes, là,
c'est 30, ça serait 38 minutes là, derrière le gagnant. Là. On est à peine quelques minutes. Donc, tant qu'on ne verra pas le camion balai, il peut ouais, encore avoir des coureurs sur le parcours. Effectivement, on avait, au départ de cette étape, on avait quand même plus de 70 coureurs là, qui ont pris le départ. Donc, pour l'instant, très peu d'abandon depuis le début de ce tour. Ici, toutes les voitures d'équipe, voitures de l'équipe canadienne, donc on voit là, les différentes équipes là, qui viennent, qui suivaient. On a l'ambulance donc qui ferme la marche au niveau du peloton. Bon, évidemment, comme tu le mentionnes, il y a le camion balai qui, lui, est positionné complètement derrière, donc derrière le dernier coureur. Alors, la grande majorité des coureurs qui ont franchi la ligne jusqu'à maintenant de cette 5e étape. Oui, alors, ça ne devrait plus tarder. Alors, ce qui est certain, c'est que pour le classement, pour le maillot brun aussi, on voit l'ancien détenteur du maillot brun, l'Américain Drake, qui va donc céder le maillot brun de leader au classement général au coureur français. Donc, Beckham Drake, qui a fait quand même une belle course, mais on sait évidemment, l'équipe américaine avec 4 coureurs sont déjà en désavantage numérique par rapport à l'équipe de France. On a vu les Français qui ont très bien joué leur carte. Ils l'ont fait hier soir également de brillante façon lors de l'étape de Malartic, où on ne pensait pas qu'il y aurait beaucoup de mouvements, mais quand même, il y a eu certains mouvements au niveau du classement. Mais aujourd'hui, là, le classement a certainement changé. Et j'ai hâte de voir l'écart que le coureur français va être parvenu à prendre. Il devrait avoir fort probablement, plus d'une minute d'avance sur son plus proche adversaire. Alors, on attend les résultats, on espère pouvoir les avoir. Sinon, au pire, on pourra vous livrer tout ça. Évidemment, demain, au début de la course, nous vous ferons une mise à jour, question de vous informer. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de résultats. Alors, sur ces images, on aura pour vous un peu plus tard aussi la cérémonie à ne pas manquer. Si vous voulez voir ces images, bien, ce sera dans les vidéos résumées. On pourra aussi vous présenter ça demain. Pour l'instant, Louis, je pense qu'il n'y a aucun résultat qui est sorti. Donc, je crois qu'on va... On a les résultats. En fait, on avait le passage avec 6 km à faire. Mais pour l'instant, non, effectivement, on n'a pas... Et ça ici, rapide coup d'œil sur les coureurs de l'équipe de France qui ont fait toute une opération. Donc, très, très belle performance de leur part. Ah ouais, on nous avait dit, le directeur de l'équipe nous avait dit qu'il avait une bonne équipe ici, puis c'était pas des paroles en l'air. On a vu les résultats jusqu'à maintenant. Là. Ils ont été très efficaces, ils ont bien travaillé et voilà le résultat. Puis là, on se rapproche tranquillement là, de la fin. Hein. On est quand même à la 5e étape. Demain, beaucoup d'actions, Louis, hein, je pense, à prévoir. Circuit urbain, on l'a vu depuis le début. À chaque fois qu'on a été en ville, là, ça a éclaté et ça a créé plein de sous-groupes et de groupes qui ont bougé, qui ont créé des avances. Il y avait des groupes de chasse et tout ça. Alors demain, là, c'est à prévoir. Ce sera 12 tours au centre-ville, 10,4 km du tour. Ça débute à 16h30, soyez-y. Et puis, ça devrait se terminer là, aux alentours de 19h20 là, approximativement. Alors, voilà, je crois qu'on va vous laisser sur ces images. Et Louis, nous, on va récupérer cette information-là. Demain, on vous fait une mise à jour pour débuter la diffusion. Vous saurez tout sur les maillots, les pointages, les temps et tout ça. On vous livre ça en débutant la prochaine course demain, 16h30. Merci d'avoir été des nôtres. C'est sur ces images que l'on vous laisse. On vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup à toi, Louis. Louis Barbeau, directeur général de la Fédération des sports cyclistes du Québec. Bonne fin de journée et à demain pour la 6e étape du Tour d'Abitibi Glencore.